Sylvain André est un monument dans le microcosme du BMX. Vice-champion olympique à Paris, leader de la Coupe du Monde 2025, champion du monde 2018, le reste vous le trouverez sur Wikipédia. Ce qui me fascine chez Sylvain, c'est son amour pur pour la race, la course, la confrontation. Si Mister Consistency est derrière vous, désolé les gars, vous succomberez sûrement au virage suivant. Sylvain est affûté, mais je vous garantis qu'il a bien plus la dalle que nous tous réunis. Avec sa gueule, son charisme et sa proximité avec les jeunes riders, c'est bien lui, the crowd favorite. Grâce à vous, l'épisode 1 avec Sylvain a explosé tous les compteurs. Place maintenant à la seconde partie en bonus estival. Bienvenue tout le monde, vous êtes à nouveau sur Background. Aujourd'hui, alors on a notre invité Sylvain André. On avait promis qu'on ferait une partout. Lors de la première partie, on n'avait pas eu l'occasion de terminer du coup tous les sujets qu'on avait explorés ensemble. On est tout bonnement le lendemain. Donc Sylvain, et comment ça va du coup ? Ça va bien, de retour à parler vélo. C'est vrai que hier, je voyais l'heure tourner, je voyais que on n'avait pas un peu tout fait, tout ce que le journaliste Momo Fort avait préparé. Et voilà, et je pense qu'il faut battre un peu le fer quand il est chaud. Et il y a plein de trucs que j'ai envie de partager, quand j'ai envie de débattre avec toi et tout, qui sont cool, et qui sont surtout, je pense, intéressantes. Le but surtout de faire ça, c'est pas de raconter nos victoires, se faire mousser. Si on peut aussi un petit peu d'ego boost, ouais, c'est mais bon aussi. un petit peu, mais surtout de pouvoir transmettre des choses que les gens, ils vont Exactement. pouvoir apprendre 2-3 trucs. Et moi, depuis que, c'est un peu ce que j'ai toujours fait avec un coup internet, un coup et magazine, et donc voilà. Exactement. Ouais, je pense J'aurais que aimé c'est à 15 ans important. qu'il y en ait plus que ça, quoi. Exactement. C'est important d'apporter de la valeur aux personnes qui vont nous regarder, qui nous écoutent, surtout avec quelqu'un comme toi. Il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses à savoir. Donc c'est vraiment une chose super. Alors hier, on a parlé un long moment des Jeux Olympiques. On était davantage, tu sais, sur l'aspect très sportif. On a bifurqué à la fin sur l'aspect plus PR. Donc, tu nous as parlé de ton expérience le lendemain, le press day. Ça a été la course également à ce niveau-là. Mais pour le sport, c'était vraiment une belle chose. Et Merci. je pense qu'en tout cas, tu vois, pour valoriser, profiter de cette fenêtre médiatique, pour parler BMX, pour parler bicross, il n'y a rien de mieux. J'ai vu que effectivement, actuellement, tu es blessé, mais ces derniers mois, tu as été très focalisé aussi sur toujours dans le même état d'esprit, de valoriser la discipline. Alors, tu as pris part, tu as été invité par pas mal de médias, tu as été largement visible, tu as également organisé beaucoup de conférences. Explique-nous un petit peu, tu vois, ce que tu as fait ces derniers mois et ce que ça t'a apporté surtout. Ouais, c'est vrai que le fait déjà de ne pas toucher le vélo. En fait, il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait que j'ai fait beaucoup d'autres choses très différentes. Déjà, le côté arrêt de vélo. Parce qu'en fait, j'aurais bien aimé, tu vois, selon un peu les douleurs et tout, essayer de continuer. Il y avait 2-3 courses aux US en septembre et tout. Peu importe le résultat, tu vois. Et en fait, c'était pas possible. J'avais quand même mal et je me voyais pas refaire une pause, me rentraîner un petit peu, avoir les mêmes contraintes pour faire des trucs bien moins excitants quand même que ce qu'on a fait. Donc ça, sur la touche, pas de vélo. Très rapidement, Joris et Romain étaient en Australie. Donc dès qu'il y avait une sollicitation, dès mi-octobre, ils étaient plus là. Donc dès qu'il y avait un truc, on appelle Joris parce qu'il a gagné. Puis après, on appelle les autres. Et puis finalement, le seul qui est là, c'est moi. Donc ça joue aussi un rôle. Et il y a le côté un petit peu conférence, cette intervention. En fait, ça, c'est un truc que j'avais déjà prévu de faire avant les Jeux. Et en fait, ma toute première, c'est à Saint-Gobain. C'était à Saint-Gobain, à Cavaillon. Il y a un gros site en fait, de recherche Génial. à Cavaillon. Et via quelqu'un du club qui travaille, avec qui j'avais parlé, j'avais ça comme projet. Il me dit, tu sais quoi, je vais en parler. Et finalement, j'ai signé ma première gâche 2-3 jours avant de partir à Sky pour la semaine des Jeux. Ok. Et voilà, et ça, c'est un truc que je voulais faire parce que avant même d'avoir une médaille olympique autour du cou, j'ai quand même compris que via le bicross, via la carrière, machin, j'ai appris plein de choses. Comme toi, je veux dire, on a appris plein de choses que tu n'apprends pas à l'école, tout Non. simplement. Sans dire qu'en fait, j'en sais plus qu'un autre, mais il y a des trucs où c'est pas à l'école que je l'ai appris, en tout cas. Et voilà, et ça, je trouve ça intéressant de le partager parce que peu importe le public,
ça fait toujours écho chez quelqu'un, tu vois? Dans tout ce que tu vas dire, il y a toujours, un truc qui va faire écho chez quelqu'un et puis après derrière aussi, derrière tu récupères un billet, quoi. Donc ça, je suis pas non plus, philanthrope et donc voilà, en fait, c'est on va dire ouais, un petit business que tu peux avoir à côté et qui peut se faire, après le BMX, pendant, tu vois? Il y a un mec, Connor fait ça, c'est un peu une partie de son taf aux Ouais. US et ouais et je sais que c'est très anglo-saxon d'avoir des sportifs intervenir en entreprise, mais comme tout ce qui marche, aux US et ailleurs, ça arrivera chez nous et ça arrive de plus en plus. Donc voilà, faut battre le fer quand il est chaud. Exactement, non, mais je pense que c'est vraiment une bonne chose. Non seulement pour toi, c'est une source de rémunération, mais également pour les gens qui t'écoutent en société, au sein de ces compagnies. Il y a tellement de belles valeurs, tu vois, qui sont transférables, du coup, du sport au monde de l'entreprise. Et tu parlais de choses que tu as pu vivre. Bah, ouais. On va parler notamment de la valeur de l'abnégation, le goût de l'effort, le goût du sacrifice, le respect également. Hier, on discutait de camaraderie au sein de l'équipe de France. Ça, pour une entreprise, c'est de l'or en barre. D'autant plus que, Ah, c'est clair. effectivement, de recevoir un athlète, entendre son histoire, connaître son parcours, ça intéresse beaucoup, beaucoup de gens. Donc écoute, je pense que c'est vraiment une belle approche que tu as. Une fois de plus, alors, ça te sert bien évidemment, mais ça sert aussi à la Ça discipline. sert aussi à la discipline. Ça qui est bien aussi, c'est que tu vois, j'ai pas fait que des conférences où je prends un billet, j'ai aussi été invité à droite à gauche à des trucs où je n'étais pas payé ou machin. Mais, tu vois, j'essayais de peu de représenter, les gars, parce qu'à défaut d'être 3, souvent on était invité à 3, il y a que Sylvain. Mais tu vois, de venir t'occupes l'espace, quoi. T'occupes l'espace et tu es plus visible dans une soirée à Paname avec d'autres médaillés olympiques que sur une coupe de France, en fait. Donc, Clairement. et donc voilà, c'est bien et je pense aussi moi, j'ai envie quand même de redonner au sport et de me dire: peut-être que quand j'arrêterai, ça sera mieux que quand j'ai commencé», ça serait déjà cool et puis il y a aussi le fait que, tu vois, les 3 médailles olympiques, c'est pas 3 kids sur un bicross. C'est 3 adultes, dont 2 pères de famille et je pense que ça, j'essaie aussi bien d'appuyer sur ça pour aider, le mec qui aura 18 ans et qui va pas être pris pour, un kids sur un bicross, quoi, tu vois? Ouais, «Ah ouais, tu je fais de la comprends. race, machin? Ah ouais, on a vu le triplé, ah ouais, les mecs, c'est des hommes, quoi», tu vois? Exactement, ouais. Ça Hem, crédibilise le sport et c'est vrai qu'on a souvent associé le BMX, un sport de au fifou, au petit vélo, sport d'enfant, qui n'est pas du tout le cas. Alors, effectivement, ça peut l'être lorsqu'on a 10 ans et qu'on commence le BMX, mais, comme le foot, tu as tout quoi. à fait raison à ce Le niveau-là. foot, Ouais, ils en exactement. font un baby-foot et pour autant, on dit pas que c'est un sport de gamin avec une baballe, quoi. Non, non, non. Mais ouais, en fait, D'autant du plus coup, qu'on est voilà, en fait, depuis 6 mois, j'essaie un peu de transmettre tout ce qui me gave, un peu dans enfin, voilà, tout ce que voilà, comment je vois la chose, comment j'aimerais que les mentalités évoluent, que ça soit dans le cercle proche du BMX ou un peu plus loin et voilà et à défaut de pouvoir rouler, là, ça m'a occupé, ça m'a permis de rencontrer plein de monde, enfin, voilà et après ton réseau, c'est tu te aussi crées un tu réseau, te crées un réseau, effectivement. tu te crées un LinkedIn, Oh! heu J'ai vu que tu étais super proactif sur tu as LinkedIn. vu? Après, j'ai vraiment pas encore le vocabulaire LinkedIn parce que là, niveau moussage et ego boost, LinkedIn, c'est très fort. C'est vrai que LinkedIn, Waouh! c'est vraiment la vitrine de ce que tu fais, de ce que tu sais faire, de tes skills. Parfois, c'est quand même surjoué, Ah mais, ouais. de l'autre côté, écoute, je suis pas forcément pro sur LinkedIn. Ça m'arrive de balancer des posts, bien évidemment, mais, j'en vois certains qui, eux, pour le coup, naviguent très clairement avec ça, mais ça sert aussi. Regarde aujourd'hui, Après, ça marche pour certains, hein. les influenceurs qui vont utiliser, les réseaux sociaux comme levier de valorisation et surtout de rémunération, bon, ça sert, ça Oui, sert. au final, c'est pareil, le mec, il va utiliser LinkedIn à mort, pour se faire connaître et il va y rencontrer du monde. Ah non, mais c'est sûr, hein. Tout à Mais fait. ça se fait Quel genre de ouais, ça se branle quand même, ça s'auto-branle quand même très fort. Moi, j'ai peu du tu vois, nous en BMX, on connaît le mec qui poste sa vidéo des practices du mardi où il claque un all shot. En fait, ça sur LinkedIn, c'est la norme, quoi. Tu vois, je compare vraiment ça. ça, Mais bon, et chacun son monde, c'est quoi?
Et aussi, c'est la course, tu sais, au remerciement et aller claquer 50 personnes, alors qu'au bout du compte, potentiellement, tu as bien bossé avec ces personnes-là pour lancer tel ou tel projet ou sur telle ou telle initiative, mais dans le Ah fond, ouais. tu en détestes les 3/4. Ah ouais, non, Tu vois? c'est quelque chose. Mais bon, en tout cas, c'est et puis aussi, petit message, c'est que LinkedIn, c'est une manière aussi très facile de contacter des gens que tu arriverais pas à contacter. Tu vois, aujourd'hui, tu Exactement. arrives à contacter des sportifs sur Instagram, bah, sur LinkedIn, tu arrives à contacter, le patron de la boîte du coin, mais qui cartonne. Tu peux, facilement avoir son numéro de téléphone sur LinkedIn, quoi. C'est clair. Donc ça, c'est pour ça que c'est pas mal de l'utiliser, en tant que sportif, quoi. Arthur Pilar, Et très quand bon sur LinkedIn. c'est Ça a été vrai, un peu notre pionnier, ouais. je vais aller le suivre, je vais Vas-y, vas-y, l'ajouter. vas-y. Tu lui enverras un Je petit vais l'in message: «Bonjour, je merci, de m'inviter dans votre réseau». je vais l'intégrer à mon réseau. Vas-y. Et justement, durant tes conférences, dans les sociétés, dans les boîtes dans lesquelles tu as pu aller, quel type de questions on te pose? Eh beh, c'est assez, ça, c'est moi, j'adore, en fait, j'adore cette partie, tu vois? Je fais souvent, quand j'ai le temps, parce que des fois, en fait, des fois, tu es payé et beh, tu as pas le temps. Donc c'est cool, mais mais tu peux pas aller trop au bout des Donc choses. là, en l'occurrence, tu fais ton Moi, je speech, fais tu mon parles speech, je parle un peu de tout. En fait, ouais, je parle de actuellement, ce que je fais, c'est voilà, moi, je suis comme vous, en entreprise, j'ai un objectif et je vais mettre un plan pour l'atteindre. Et grâce à X leviers qui sont la discipline, la motivation, le travail d'équipe, la résilience, et cetera, tu vois? Je parle un peu de chacun de ces points, mais sans rentrer trop dans les détails. Tu vois, j'explique, mais je sais pas, sinon tu pars sur un podcast, de toute façon, hein. Et en fait, voilà, grâce à ça, beh, quand tout s'aligne, tu atteins ton l'excellence, quoi. À résultat, chercher la perfection, tu l'auras pas, tes mais par objectifs. contre, en cherchant la perfection, tu atteindras l'excellence. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que derrière, quand on part un peu en question-réponse, selon la boîte, selon le secteur d'activité, tu as pas du tout les mêmes questions, tu vois? OK, Quand tu as des trucs très branchés sur les chiffres, un peu finance, machin, c'est, plutôt, comment tu vas gérer le stress parce qu'en fait, eux, toute la journée, on les martèle. Tu as des boîtes où ça travaille beaucoup en équipe autour de projets et eux, bah, ils cherchent à des fois, tu as même carrément, bah, ton client qui est le chef, voilà, qui essaie de te demander d'axer sur le côté, travail d'équipe, exactement. tu Le vois? management, l'humain, L'humain, le comment et essayer d'expliquer que, je vaut mieux être le prince du royaume que le roi de sa ville. C'est-à-dire qu'en fait, même en entreprise ou en équipe de France olympique, vaut mieux, tout le monde qu'on s'élève tout le monde plutôt qu'être le meilleur d'entre nous, mais finalement être le 6e de la finale, tu vois? c'est un vrai team effort, C'est ça et voilà effectivement. et ça, c'est exactement pareil en entreprise, tu vois? Et en fait, il y a plein de choses qui sont enfin, quasiment tout est transposable dans la vie d'entreprise et même dans la vie en général. Et voilà et j'aime bien parce que, en étant assez large sur ce que je dis, tu as pas les mêmes, questions dans la foulée, quoi. Et ça, c'est super Mmh, intéressant. Et puis en plus, les clairement. gens te posent des questions sur ce qu'ils ont envie, en fait. C'est que derrière, au moins, ils vont appuyer sur ce qui, eux, les intéresse. Pas ce que toi, tu as donné brut de décoffrage, quoi. Tu Génial. vois, là, quand j'ai fait un truc avec la SNCF, ils étaient pas sur les chiffres et la gestion du stress, quoi. Tu vois? Ah, c'est dur. Et Dédicace à justement, Quentin est-ce que tu Caméron. as une stratégie pour démarcher ces entreprises ou tu attends qu'on te contacte? Alors j'ai un petit peu les 2. J'en ai un peu des fois des marchés. Je suis aussi dans 2 agences il y a des agences en fait de conférenciers, Mmh. qui eux font le lien en fait, telle boîte, voilà, va les voir, on avait besoin. Entre les entreprises Puis surtout en plus, et les guests? voilà, c'est des grosses boîtes que toi tu vas pas pouvoir aussi avoir directement. Et puis après un peu le bouche à oreille, et puis tu vois comme on disait hier, de graviter avec plusieurs sponsors, plus de sponsors, plus d'intervenants, mais à chaque fois tu glisses le mot, puis tu le fais, et puis quelqu'un a entendu parler d'eux et le bouche à oreille sur ça marche quand même pas mal. Donc voilà, je cumule un peu toutes les sources d'attaque. Et après, voilà, je cherche pas non plus à remplir tous mes week-ends avec ça. Voilà, je préfère y aller un peu tranquille. Voilà, juste J'imagine que profiter de tu l'élan profites pour, voilà, effectivement, profiter de tu l'élan pour que profites les gens sachent que c'est une activité que je exactement. fais.
Et après, de toute façon, à un moment, enfin, je veux dire, quand il va y arriver mai, juin, juillet, août, septembre, je sais pas que ça à foutre de le week-end d'aller à Tu vas te Paris. focaliser sur les courses. Mais après, de l'autre côté, c'est super intéressant pour toi, comme tu le dis, et tu as le temps aussi. Oui. Tu as été blessé durant 7 mois, c'est le moment de et les JO sont encore assez proches et c'était hier, donc non, écoute, c'est Mmh, super. mmh. On Non, je parle vois, cool. d'entreprise, on parle d'intervention effectivement, dans le monde professionnel, pour partager Public du coup speaking, tu veux ton dire public speaking? expectations. Comment tu te projettes au niveau de ta reconversion justement? Est-ce que tu y penses? Est-ce que tu as d'ores et déjà des idées à ce niveau-là et un plan de marche aussi, à proprement défini ou pas réellement? Eh beh, pas réellement. En fait, un peu les 2. Pas réellement parce qu'en fait, tu vois, je sais pas vraiment plus ce que je veux faire dans 5 ans que si tu m'avais posé la question à 18 ans. Heu, mais ça, je trouve que c'est pas trop mal. Par contre, je sais que, bah, justement, j'aurai plusieurs types d'opportunités, tu vois? Je peux, rester, dans le monde de l'industrie du vélo parce que, bah, au fil de toutes ces années, j'ai rencontré plein de monde. Je peux avoir ce côté un petit peu, conférence, voilà, entre le sport et et les entreprises. Il y a des possibilités de reconversion à l'armée, vu qu'on est à l'armée, on peut en fait, tu as tous les métiers qui sont aussi à l'armée, hein. Donc Fais gaffe, hein, tu tu vas peut-être partir sur le front très bientôt. ouais, je peux dire que si nous on part les 4 là sur le front, c'est qu'on est déjà dans la merde. C'est que toi, tu es déjà dans la merde. Je te conseille de te barrer avant que moi je parte au front. Et donc voilà, tu vois, entre l'industrie du vélo, l'armée, ce qu'on peut faire dans l'armée, le côté conférencier et après bien sûr le côté, coaching, BMX, je veux dire, malgré tout ce que j'ai appris, oui, c'est très bien pour les entreprises, mais c'est encore mieux pour le mec, qui veut passer, une étape supérieure, enfin voilà, c'est quand même, enfin, toute expérience non transmise est perdue. Et Je ouais, tout à fait. Et Mais du donc coup, voilà, je j'ai on peut plusieurs dire j'ai que tu as plusieurs malgré tout un opportunités. plan Beh, j'ai un plan, et tu as différentes directions effectivement. ouais, voilà. Voilà, je sais qu'en fait, je sais que, je vais pouvoir, continuer à payer le crédit et remplir le caddie, sans souci, quoi. Voilà, tu vois? En fait, c'est ça mon plan. Mon plan, c'est vraiment ça et après, qu'est-ce que je fais pour? Du vélo, en dehors du vélo, peu importe, mais je sais que j'aurai quelque chose donc c'est pour ça que je suis pas trop, inquiet sur ça. Tu avais fait quoi comme études? Parce que je sais que tu as des diplômes, Merci, non, ouais, ouais, j'ai des diplômes. J'ai fait un DUT Tech Deco à Aix, quand ce qui n'est pas ce rien. qui En ce plus, qui c'est un très est bon IUT. c'est un très bon DUT que j'ai, ouais, ouais, en plus, quand je disais que j'allais à Aix: «Ah ouais, à Aix et tout?» Je dis: «Bah ouais, c'est cheap», mais apparemment, c'était un peu réputé et ouais, j'avais fait ça et tu vois, pour la petite histoire, ça peut pareil aider quelques jeunes. C'est que j'avais fait ça après le bac et en fait, c'est ce que j'aurais compté faire, je comptais faire ça chez moi quoi qu'il arrive et il y avait une UT, il y avait l'enseignement à Aix, à 3 minutes du Crèps, donc Royal pour le sport et études C'était facile. et en fait, super strict l'IUT. En fait, c'est comme, tu sors du lycée, mais c'est pareil, il faut être en cours, il y a pas de «je fais péter» et tout et le mec, le premier jour, j'étais un peu le premier sportif à venir dans l'IUT et il me dit, en tech deco et il me dit: «Ouais, bah, tu viens quand tu veux». Donc moi, en classe, j'ai des types qui stressent, qui viennent, à moitié sonner le vendredi matin pour pas rater un cours et en face, le mec, il me dit: «Tu viens quand tu veux, j'ai 18 ans et demi, chambre au Crous, vida loca, tu viens quand tu veux». Donc j'explique, j'ai fait comme il a dit, je suis venu quand j'ai voulu. J'ai pas eu ma première année parce qu'en fait, avec toutes mes absences, j'avais des zéros dans certaines unités et qui fait que je validais pas tout. Franchement, j'étais écœuré. J'ai fait une année, blanc et j'ai bâché la deuxième année parce que c'était 2012, et j'ai dit: «Bah, voilà, c'est bon, t'inquiète» et voilà et après du coup, après 2012, j'ai dit: «C'est quoi? J'y vais là, je refais, Tu t'es je remis refais en 2 dedans. ans». Je l'ai fait en cursus normal et en fait, c'est beaucoup de travail d'équipe en plus, beaucoup de projets en groupe et tout, donc c'était assez, enfin, ça peut être facile et compliqué à la fois, quand tu es pas autant présent qu'eux, tu vois? Mais moi, je sais pas, j'arrivais bien à vu que je pense que j'étais pas trop con,
Je suis passé au début, putain, merde, on a un travail en groupe, on va se coller Sylvain. Ah, finalement, vous savez quoi? Prenez-moi, vous me dites ce que je fais, vous donnez un bon carré là où je fais pile ce qu'il faut et je le fais bien. Et une fois que tu l'as fait 3 fois bien, en fait, bah, à la fin, on est content d'avoir Sylvain parce que sa petite partie, il a fait correct. À l'oral, ça passait bien, ouais. Et voilà, tout. Quelque part, c'était une difficulté supplémentaire parce que je suis passé aussi par le Bah ouais, même, toi, tu en as choix, tu as été à l'école, toi. par la même chose. Ouais, 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 exactement. Et c'est vrai que bah, ce que tu as vécu, je l'ai vécu, d'autres l'ont vécu. Ça te demande du coup encore plus de sérieux. Il y a également cet aspect un petit peu, je vais pas parler de complexe, mais un peu de frustration parce que du coup, clairement, bah, tu as un autre rythme, tu as une autre réalité et ça te rajoute aussi beaucoup de taf parce que non seulement tu as ton boulot d'école, mais en parallèle, tu as surtout ton Ah, travail de racer avec tous tes entraînements, tes contraintes, partir en compétition, etc. Mais au contraire, là, ce que tu étais en train de dire, bah, c'est que ça t'a permis aussi de te structurer toi, au niveau de ton ouais. organisation, comment le faire et comment le bien faire. Et je pense aussi que de la manière dont les 2 premières années, tu as passé à côté, pour de bonnes raisons, on va pas se le cacher, mais j'ose imaginer que ça t'a encore plus, focusé sur la réussite de ton DUT les 2 années suivantes, du coup. Ben ouais, parce que je me suis dit: «Bah là, je peux pas ça, enfin, je peux pas retourner et le faire à moitié, donc autant bien le faire, quoi». Et du coup, c'est vrai que ça t'oblige à être, encore plus organisé, un peu plus discipliné et finalement, pareil, tu vois, c'est qu'au pire, au pire, à la fin, ce que tu as appris, c'est presque la façon de travailler que ce que tu as appris techniquement, dans les matières, quoi, donc après, c'est sujet complexe, quoi. Tu vois, le côté, double projet, c'est encore un peu enfin, c'est encore la mode, tu vois? C'était très la mode, nous, dans les années 2000, Mmh. 2010-12 et en fait, c'est encore la mode, C'était le leitmotiv, du mais ministère des Sports et je pense que ça l'est c'est important, il le faut. Par contre, j'ose espérer que ça a évolué depuis, mais en l'occurrence, à mon époque, c'était, tu avais effectivement les IUT, il y avait la possibilité également d'avoir des aménagements, en STAPS, donc en fac de mmh, sport. Il y avait quelques aménagements, bah, dont, Eva a pu, bénéficier, les par exemple, kinés, ta femme, ça se fait les toujours ouais, ça. en école de kiné. Moi, en école de commerce, c'était la galère. Alors, il y Ouais. avait quelques certificats, notamment Grenoble, l'ESC Grenoble à l'époque, qui proposait un certificat dédié aux sportifs de haut niveau, mais c'était pas un master, c'était un certificat en management, c'était pas et Tu avais un derrière, tu te cognais Grenoble. alors je suis ouais, bon après c'est une bonne ESC. J'ai pas fait ça, j'ai fait une autre école, mais pour finaliser mon master, c'est ce qui m'a poussé aussi à arrêter le vélo ou en tout cas à arrêter D'être à les coupes du fond, quoi. monde. Et de me dire: «Bon, ben, maintenant je reste sur coupe de France, coupe d'Europe», parce que ce que je veux, c'est finaliser mon master et vraiment sécuriser ça en Donc parallèle. tu pouvais pas faire les 2, quoi, tu vois? C'était compliqué, C'est, mmh, c'était compliqué et c'est ce qui est dommage, tu vois, dans notre système encore à l'heure actuelle, parce que du coup, tu es en train de me prouver la chose, c'est qu'en définitive, on n'est pas encore super adapté comme peut l'être, par exemple, les universités américaines. ouais, il y a ça et puis il y a aussi un peu, tu vois, la vision, les mecs à l'INSEP, tu vois, à l'INSEP, quand tu es à l'INSEP, tu viens à l'INSEP, tant qu'à l'INSEP, il y a des enseignements qui sont à l'INSEP. Et en fait, c'est un peu, voilà, entre, la politique dit: «Il faut faire ça», on le fait à l'INSEP, regardez, ça marche très bien. Mais ouais, en fait, dès que tu sors, tu vas en province, tu vois, c'est un peu Paris et la province, quoi. Tu as tout à fait En raison. gros, bah oui, à Sur le l'INSEP, ça papier marche forcément. Le mec, il mange, il dort, il s'entraîne et il va à l'école dans un rayon de 300 mètres. Donc forcément que ça peut marcher. Mais ça c'est très limité dès que tu sors un peu des trucs. Les mentalités des mecs des directeurs d'université de machin, elles sont pas trop, dans ça. Moi, mon type, il m'a dit: «Ah ouais, ton petit vélo, ah bah, tu vas aller loin avec ton petit vélo machin, donc autant un jour quand je passerai à Aix, j'irai le voir, je qui dirai: est appris de haut. «Monsieur Artufel, regardez». J'y mettrai un gros finger. Mais tu vois? Donc c'est compliqué. Après, c'est bien pour l'équilibre, ça fait redescendre un peu les pieds sur terre, ça serait pas mal que certains y aillent aussi pour arrêter de croire qu'ils sont, pro riders alors que ça fait des quarts en coupe de France toute l'année. Ça, c'est dit. Et voilà, parce que le C'est BMX, dur mais réaliste. ouais, c'est dur mais réaliste parce qu'à la fin, regarde, à la fin, il y a combien de Français qui gagnent, plus de 50 000 € par an en BMX? Et 50 000, je suis dans la fourchette moyenne basse des Français, hein. Mmh. Enfin, moyenne basse.
pas moyenne haute, quoi. Mais tu vois, c'est ça, c'est qu'à un moment, cool, quoi. Bicross, c'est bien, mais C'est ça. Donc les jeunes qui écoutent ce podcast, le bac. le Bac. bac. Bac, après, tu fais ta vie. Tu retournes à l'école plus tard, au pire, mais tu fais le bac. T'as pas le bac. Moi, je pense que c'est pas bon. Ouais, tu sais, je dirais même le bac. Hein, après, ouais. Bon, c'est pas évident, mais en tout cas, l'éducation, vos formations, les Les diplômes, deux darons, quoi. c'est important. Anticiper un maximum, comme tu l'as très bien fait aussi. Donc, non, au contraire, servez-vous de Et ça. puis, ouais, pardon, ouais, je t'ai coupé encore, mais ouais, Et ça relâche aussi. ça relâche. Et puis, encore une fois, tu vois, ça t'aide, en fait, même si tu n'apprends pas, ou peu importe ce que tu apprends, mais tu apprends la manière de travailler. Tout à fait. Tu vois, moi, le bac, j'étais à Aix pour une année de terminale, un peu freestyle et machin, les cours sur à gauche. Quand, par contre, il y a eu 2 mois avant le bac, c'était comme quand il y a 2 mois avant les Jeux, quoi. J'ai dit, non, mais là, par contre, c'est bac. Donc là, c'est bac, je bosse, parce qu'en fait, si j'ai pas ça, le reste, ça va être compliqué. Donc, en fait, tu vois, vraiment, ça t'apprend vraiment à prioriser. Prioriser? Prioriser. Prioriser. Ça t'apprend à On a compris. ça t'apprend à prioriser vraiment les choses. À comprendre qu'il vaut mieux te focus un peu plus sur le bac pendant 3 mois que sur tes sprints lancés. Parce qu'en fait, si tu n'as pas le C'est bac, sûr. l'année prochaine, les sprints lancés, tu vas toujours pas en faire. Clairement. Et comme je te le disais, tu vois, ça. Moi, je sais que le fait de poursuivre des études en même temps que le vélo, j'avais moins de pression aussi sur la partie vélo. Je me disais, bon, ben, alors, j'ai eu quelques années où j'ai été entièrement focalisé là-dessus, mais les années où j'avais repris mes études, où je suivais en parallèle mes formations, ça me permettait aussi de faire autre chose, de penser à autre chose, de voir du monde, de sortir de ce microcosme dans lequel on était en fait au quotidien, et ça faisait du bien. Ça faisait du bien, parce qu'en plus, c'est vrai que nous, on était un peu un microcosme ex, machin, qui était full BMX. Mais bon, tu vois, c'est pareil. Est-ce que ça t'a pas desservi sur la partie vélo? Tu Je vois? pense aussi à un moment ou à un autre. Ça peut te servir C'est autant sûr sur le que... vélo que ça peut te desservir. Parce qu'à un Hmm. moment, ouais, si t'es plus chill, c'est cool. Mais si t'es plus chill et que t'es moins focus quand même, à la fin, tu perds, quoi. Tu vois, c'est dur, hein. C'est sûr que j'étais pas à Chula Vista en train de faire des sprints avec Nick Long à ce moment-là. En train de faire 25 gates par soir. Putain, mais tu sais, c'est un truc qui fait ça. Moi, je l'ai vu faire ça. 25 Ouais, premières lignes à Chula Béa. Et Floriana Chula Béa, elle fait pas 25 mètres la ligne. 25. Ça a duré l'histoire. Le dos à la fin. Ouais, l'école. Allez à l'école, les kids. C'est important. il le faut, il le faut. On va switcher sur la partie plus, on en a parlé hier, sponsoring, mais là plus particulièrement de Commensal. Ouais. Comment s'est fait ta rencontre avec Max Commensal? Et juste en aparté avant ça, pour ceux qui ne le savent pas, Max Commensal, bien évidemment le patron et fondateur de cette marque de mountain bike Commensal qui sponsorise Sylvain, mais initialement c'était le fondateur de la marque Sun, donc qui a été une marque mythique dans les années 90, qui est toujours une marque à l'heure actuelle, mais qui a été rachetée entre-temps. Comment tu as été amené à rencontrer Max au bout du compte? En fait, c'est parti d'une histoire de four-cross. Donc voilà, comme tu as dit, Max a été très présent dans le BMX. Ils avaient un team de fou. Ça arrivait en semi sur les courses. Donc en fait, Max en BMX, il avait fait quasiment bien plus que tout ce que tout le monde a fait encore aujourd'hui. Ah, il a révolutionné la discipline. Et donc après, il s'est fait racheter, enfin, il s'est fait virer de la boîte, hein, au final. Il s'est fait virer de sa propre boîte, bref. Et donc, en fait, une histoire de four-cross. En fait, en 2021, parce que mon coach Nico Archot est aussi coach de Loïc Bruni depuis 2017. Euh, et en fait, via Pierrick Lannes, qui était au Pen Mirabeau, en fait, qui a quelques années de moins que moi et que je connaissais d'avant, machin, lui travaille chez Commensal. Nico travaille chez Spey pour entraîner Loïc. Et je sais pas, une fois, ils ont parlé de four-cross, qui avait le championnat du monde en 2021. Et moi, je l'avais déjà fait 2-3 fois pour Pour le le fun. fun, clairement pour le fun et Pour les l'ambiance billes. et les tronçonneuses à Watch the Gate. Ah ouais, le délire. Au Campo, au sourd d'une oreille, en PLS. Et ce qui part au son, ça c'est un truc de fou. Petit aparté, mais Campo, sourd d'une oreille, il part au son. Bref, anyway.
Ah, il aime bien se rajouter des difficultés, du coup. Il se challenge, mec. Et du coup, là, ça part de ça. Je dis, bah ouais, moi, je suis chaud et tout. Ok, bah, Pierrick, ouais, vas-y, bah, on te monte un vélo. On se voit à Val d'Isole. C'était au mois d'août 2021. Vas-y, chaud. Donc, je débarque là-bas et en fait, bah, je rencontre tout le monde un peu d'un coup. Il m'avait monté un vélo. Euh, je suis tombé en demi. J'ai crevé en demi. Enfin, j'ai fait, ouais, je fais demi. T'aurais pu Et faire ouais, j'aurais pu faire, finale? ouais, ouais, bah, Finale. Cabot, Romain Maillet avait gagné l'année d'avant C'est ou vrai! 2 ans avant. Ouais. Et du coup, moi, j'y étais déjà allé 2 fois là-bas. 2016, Oh, 16. tu voulais le rainbow Non, mais en jersey? fait, voilà, là, je m'étais dit, en plus, tu vois, j'ai un vélo qui tient un peu la route, parce que 2 fois, j'ai été vraiment. Une fois, j'avais roulé avec la perruque et tout. Et là, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, les mecs sont à fond, je vais essayer de bien faire pour essayer de dire, si tu vas en finale et que t'es 4, bah, t'as pas mal de chances de faire une médaille, tu vois. Bref. Bref, T-bone. tout le monde est à fond, Max à fond, parce que bah, la compète, quoi qu'il arrive, Max, tu joues, tu joues au Uno, c'est la compète, donc voilà, il adore, il est animé par ça. Et puis en fait, on a parlé BMX, on sortait des jeux, moi je sortais, c'était un mois après Tokyo. Donc voilà, à parler BMX, et je pense que lui, ça lui a un peu rappelé des souvenirs, mais rien de plus. Franchement, voilà, bah, c'est cool, ouais, BMX, c'est cool et tout, mais pas plus. Et donc voilà, moi je commence à renégocier mon deal avec Wiawis, à essayer de renégocier pour les 3 années qu'elle est arrivée et tout. Et 3 semaines après, il y avait une Coupe du monde aux US qui devait être la dernière Coupe du monde de VTT, pardon. Et je reçois un message dans la matinée de Pierrick qui me dit: «À Paris, tu roules sur un commensal». Énorme. Et là, on est quand même en septembre 2021, quoi, tu vois, septembre-octobre 2021. Et en fait, vu l'heure, parce que c'est aux US, donc je dis: «Ouh il est 3 heures du matin aux US». Au VTT, les BMX parties, c'est comme en 2010, d'accord? Les mecs, ils y vont. L'apéritif, ils aiment bien chez Commensal. Et la soirée, les soirées, les soirées tous les soirs de Coupe du monde. Bref, donc je me dis: «Ouais, les mecs sont un peu trop chauds, je vais attendre». Et dans la foulée, ouais, non, non, mais si, on est très sérieux, on a parlé avec Max, il est trop chaud, on te fait un vélo, machin. Et c'est parti comme ça, quoi. Et c'est Trop parti comme bien. ça, je les ai laissés rentrer, on s'est appelé, je suis parti en Andorre, ok, voilà, ben ça, ben moi, il me faut ça, 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 ok, on est chaud, quoi. C'est parti vraiment du coup d'un délire, mais et qui était un petit peu un reminder aussi Ouais. du passé de Max, et qui surtout, personnellement, t'as 100% kiffé au bout du compte. Ben, j'ai 100% kiffé, mais en plus, même moi, quand je suis allé avec eux, il y avait aucune arrière-pensée en me disant je vais leur faire des BMX. Le seul truc que je me suis dit, c'est encore, bah, tu vois, bah ouais, trop cool, on m'invite, une grande marque de VTT m'invite. Si derrière, je veux aller un peu dans le VTT pour y travailler, enfin, et être dans ce monde-là, moi, je suis chaud. Donc, vas-y, j'y vais, je vais kiffer, quoi. Et puis, ouais, très bonne surprise. Très bonne surprise. Ça a remis un coup de boost aussi à ma carrière, quoi. Et quel regard tu portes justement là de pouvoir vraiment te mêler du coup au monde du mountain bike, qui est quand même une toute autre industrie. L'autre jour, tu vois, je regardais les chiffres. L'industrie du VTT se compte en plusieurs milliards. L'industrie du BMX, toute discipline confondue, je crois que c'était à peine 300 millions de dollars, ce qui est vraiment très très peu pour une industrie. Donc c'est une toute autre dimension. Ouais. Quel regard portes-tu là-dessus? Mais après, moi, j'ai pas, tu vois, faut dire qu'avec Commensal, c'est ma première expérience aussi. Donc, j'ai pas non plus, j'ai pas une vision si large que ça parce que eux, ils sont que dans le mountain bike et gravity. Donc, ils sont, dès que c'est un peu plus engagé que le cross-country, jusqu'à la descente. Donc, tu vois, il y a pas tout l'aspect route, gravel, tu vois, la Mmh. largeur qu'il peut y avoir Ouais. chez des Giants, des Spé, des Trek, etc. Donc voilà, ça réduit quand même. Eux se considèrent comme des petits, alors ils sont pas petits. Mais voilà, après un peu de l'inside que j'ai vu, c'est qu'à la fin, ça reste des gens qui essaient de gérer leur business du mieux qu'ils peuvent, mais qui sont humains et qu'il n'y a pas plus de ressources que ça, même si le business est gros, quoi. Des fois, si tu te dis: «Ah ouais, en fait, Mmh.
Tu vois, tu penserais que tout est calculé, tout est machin. Non, il y a beaucoup de, en tout cas au niveau de Commensal, parce que je parle de ce que j'ai pu voir, il y a beaucoup ouais, d'intuition et de porter un peu ses baloches des fois. D'avoir le flair, Ouais, voilà, ouais. Et donc le c'est flair intéressant. de l'entrepreneur. C'est intéressant. Puis Max voilà, adore le sport, adore le business parce que finalement, c'est un peu du sport aussi, tu vois, c'est de la compète. Et donc, c'est un super, enfin, c'est un super maître dans le business, quoi. Un mec comme Christophe Lévesque. J'ai lu son interview récemment dans Bicross Magazine où il le remercie grandement. Il m'en avait déjà parlé quand c'était au début de l'histoire à Comensa. Il m'a dit, ouais, moi, des types que je respecte, il n'y en a pas 150 000, mais voilà, Max, j'y touche pas parce qu'il m'a tout appris. Donc voilà, je vais essayer d'apprendre le plus que je peux de ce chouette type. Super intéressant. Est-ce que mountain bike, est-ce que tu as l'occasion, tu sais, de prendre part aussi, ou en tout cas d'échanger avec le team VTT qui est quand même super lourd. On a Amaury Pierron. Est-ce que tu as l'opportunité, au bout du compte, d'avoir des synergies de la sorte? Et mais pas tant que ça, en fait, parce que, tu vois, par exemple, on avait fait on avait fait 2 jours du BMX avec, le team Commensal d'Orval, qui a arrêté, mais qui a été un team pendant une dizaine d'années. On avait fait ça un hiver. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'en VTT, les structures, les marques sont souvent les principaux sponsors, mais la structure est indépendante. Donc, quand tu prends C'est une structure c'est une privée. structure privée, le team Commensal Mukov, certes, Max, il contribue Sponsorise. à entre 50 et 90%, moi, je sais pas. Mais voilà, il contribue très largement, mais c'est pas lui qui gère le team, tu vois. C'est pas réellement un team factory. C'est une société Bah, privée qui vient avec, du coup, son staff, sa stratégie, ses athlètes et du coup, Max sponsorise et est le partenaire principal de ce team. ouais, après, je sais, enfin, après, ça reste si factory, mais euh, comment, ouais, si tu, C'est pas 100 de l'investissement de la marque, ouais, c'est-à-dire aussi bien, tu vois, engager des mécanos, ça, c'est à la charge de la structure bah, externe qui vient, du coup, avec toute son c'est équipe. encore très mêlé. C'est ça qui Ouais, est OK. assez bizarre. Et tu vois, donc, je connais un petit peu comment ça marche chez Specialized avec Nico depuis ces années. Et pareil, SFE, c'est une entité française qui a comme sponsor principal SFE, mais si elle veut changer d'entraîneur ou changer de nutritionniste, elle fait un peu ce qu'elle veut, tu vois, c'est pas l'entité qui Exactement. décide. Et je trouve ça un petit peu dommage parce qu'aussi, bah, chez Comensa, voilà, bah, nous, on n'est que partenaire principal, donc on ne veut pas non plus trop interférer. Alors que je pense qu'il y aurait beaucoup de choses, il y aurait beaucoup de choses à apprendre, enfin, à échanger, parce que certes, moi, je peux leur apprendre, mais ils peuvent m'apprendre aussi plein de choses. Et ça se fait pas tant que ça, je trouve. C'est un Mmh. peu dommage, je pense, pour tout le monde. Mais voilà, J'imagine que ça si Amaury écoute, je peux venir sur les courses, il n'y a pas de souci. tu seras le porteur de pancarte. Mais du coup, ouais, Je tu suis peux déjà allé dire, sur des courses et tout, et j'ai kiffé. Je suis déjà allé tu sur t'es des régalé. courses, et puis tu vois, Tu avais la tronçonneuse ou pas, du eh coup? non, j'avais pas de tronçonneuse, j'avais l'iPad et les cellules, tu crois quoi? Tu vois? Ah bah ouais, ah non, Oh! non, mais quand je suis allé, ouais, ouais, je suis allé Ah, sur 2 courses où tu faisais partie intégrante du staff, du coup. une fois, Tu accompagnais les ouais, une riders. fois, j'ai été on va dire, à l'époque, j'avais un team presque B et C. Une autre fois, j'étais un peu plus indépendant, un peu pour tout le monde. Mais moi, j'ai kiffé parce que c'est de la compète, c'est du 2 roues, c'est de la précision. Ça reste quand même très proche de nous. Tu vois, je veux dire, Nico, aujourd'hui, il coach Loïc depuis 2017. Au début, en VTT, il n'était pas expert, tu vois. Mais au Mmh. final, aujourd'hui, il, il arrête avec Loïc demain. Il y a un tiers du top 20 qui va l'appeler, tu vois. Donc, il y a beaucoup à faire. Parce que tu vois, ils ont des gros moyens, il y a beaucoup d'argent. Mais comparé au Bicross, au BMX, leur structure de compète est pas si folle que ça.
D'accord. C'est pas, ouais, tu penserais que c'est la C'est pas folie. aussi structuré, C'est pas aussi structuré. C'est pas aussi structuré et c'est fou. Moi, ça m'a fait halluciner. mais plus, tu sais, sur la recherche de performance, du coup, avec tout ce qui est coaching, aller vraiment, tu sais, dans l'optimisation et c'est plus à ce niveau-là que tu trouves qu'au niveau, en BMX, on est potentiellement à un niveau supérieur? Ouais, parce qu'un BMX, en fait, on se considère pas vraiment un sport mécanique. Donc, on axe une grande partie sur bah, tout le reste, sur le bonhomme, en fait. La mécanique, une fois que tu as passé le 44-16 et les 180, bon, tu peux pas non plus tourner en rond trop autour. On s'axe beaucoup sur le bonhomme, alors qu'en VTT, on a un sport mécanique, on a des ingénieurs, machin, et en fait, je trouve que des fois, ils ont tendance à un peu virer trop sur l'aspect on est un sport mécanique, et en gros, bah, si mon vélo il va pas, je vais pas y arriver. Non, mais en fait, à la fin, à la fin, non, à la fin, t'es un bonhomme, donc en fait, si tu as décidé que ça allait le faire, et, Tu vas et puis jusqu'au bout, comme Aaron Gwin qui avait gagné une épreuve voilà, de coupe du monde, s'enchaîne, à plat, quoi. s'enchaîne. S'enchaîne, ouais. Il y a des histoires comme ça, il y en a plein. Il y a Danny Hart, au championnat du monde, je crois que c'était Auger, il crève avant le départ, il se retrouve à prendre la roue d'un type qui était en haut, le pneu rien à voir, la pression rien à voir. Finalement, Et il y il va. y va, il finit très bien. Enfin, en fait, un peu, voilà, je pense qu'ils sont un peu trop sur le vélo, pas assez sur la personne. Et je pense que s'ils étaient autant sur la personne que sur le vélo, ça serait mieux. Je parle en général. Je ne suis pas forcément ni les mecs de Comensal, ni d'ailleurs. Écoute, ça peut être une opportunité pour toi pour niveau reconversion. Exactement, exactement, parce que c'est trop cool. Et si tu peux, ça te permet de travailler et que c'est cool, c'est bien, quoi. Tu vois, c'est à la montagne, ça change un peu de nous, de nos parkings et nos centres sportifs. C'est cool aussi, quoi. Bon, c'est surtout les tronçonneuses qui Ouais, t'attirent. les tronçonneuses. En plus, ce qui est très très bon, c'est que tu vois, quand tu marches autour à côté de la piste, sur la longueur de la piste, en général, tu as 2-3 buvettes, quoi. Donc ça, c'est dangereux aussi, hein. Parce que si tu as une tronçonneuse et 3 buvettes, Des tu buvettes. n'arrives pas au bout. Les cellules, tu Non, n'arrives pas à non, les mettre en face. ça va vraiment Non, pas au non, mais bout. très bon délire. On parle produit, on parle vélo. Justement, toi, ton BMX, de quelle manière tu as pu vraiment les accompagner pour shaper un cadre qui te corresponde à 100%? Alors, on a été un peu à. Ouais, on a fait un peu enfin, de la copie. En gros, voilà, je dis, voilà moi ce que j'ai roulé depuis toutes ces années, tu vois. Donc en 2021, j'avais 10-16 ans en élite déjà. Voilà ce que j'ai roulé. Je sortais du Wiawis. Voilà ce que j'aimerais. On va essayer quelques E. Il n'y a pas de carbone pour Oui, des raisons. c'est un vrai choix C'est un vrai choix stratégique, stratégique. de la Max en avait société. parlé. Ceux qui veulent réécouter sur En roue libre, il explique pourquoi. Et je ne vais pas revenir sur ça parce que je vais déformer ses propos. Tu vas spoiler. Je fais spoiler. Donc voilà, pas de carbone. Donc déjà, on part sur un alu. Donc voilà, l'idée, c'était de dire, bah, OK, on fait un cadre alu. On va voir ce qui se fait sur le marché, tester un peu ce qui se fait sur le marché. Qu'est-ce que tu aimes bien, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce qu'on change. Et à la fin, on est arrivé avec un truc un peu abouti, quoi. Tu vois, au début, c'était on va prendre des tubes du cadre 26 pouces, machin. Ça a fini. Chaque tube, c'est fait. Enfin, c'est des Manufacturé voilà. spécifiquement pour le cadre en Il y a lui-même. des pièces usinées partout. Le cadre, à la fin, à la fin il a coûté un peu d'oseille, quoi. Tu vois, quand ils se sont dit, on va vendre le cadre, bon, ben, on peut le vendre ce prix-là parce que sinon, sinon on perd de l'argent. Aujourd'hui, ton cadre est commercialisé. Aujourd'hui, voilà, le cadre est commercialisé parce que la principale raison, c'est parce que c'était obligatoire pour les JO. Tu OK. dois rouler sur un matos. Alors, la règle a un peu changé, mais tu dois rouler sur quelque chose qui est commercialisé au moment des Jeux. Je crois qu'avant, 2008-2012, machin, c'était une histoire de 6 mois. Mais là, il faut que si tu te pointes avec, ça soit sur le marché. D'accord, que ce soit sur le marché pour que tu puisses avoir Ouais. l'opportunité de rider avec. Donc, OK. du coup, le cadre est en vente. Donc, il y a une toute première série juste qui était pile à temps pour les Jeux. Il y a une série après qui est sortie. Mais Est-ce que c'est ton cadre pro modèle? ouais, il n'y a qu'une taille de cadre. Il n'y a qu'une taille, c'est D'accord. celle que je roule et que Laura roule. Laura Smulder, Ouais. qui est arrivée un peu dans l'aventure
un peu après, parce que Max s'est dit, bah, tant qu'à faire d'avoir un gars, on peut avoir une fille aussi qui tient la route. C'est bien et il le faut. Et carrément, c'est très bien. Moi, ça m'a enlevé aussi une petite pression, malgré tout, parce que je suis le seul. Tu te dis, Genre, moi, les ouais, JO, ça a été, c'est pas non plus tout rose depuis toujours. Je suis tout seul, soit j'y vais pas, soit je me blesse, soit machin. Pas cool, quoi. Tu mets Laura dans le truc, tu te dis: tu «Bon, sais que potentiellement, on est 2 médaillables. Si c'est pas moi, ça sera peut-être c'est elle». ça. Tu fais un week-end de Coupe du Monde entre Sylvain et Laura. À la fin du week-end, il y a rarement 0 podium. Donc voilà, ça, c'était pas mal aussi. C'est un bon Et ouais, choix. non, c'est franchement. Et puis en plus, elle, très branchée aussi BTT, attirée par ça. Bon, on l'a vu là, elle a fait la RDH au Crankworx, le pump track, etc. C'est un truc qu'elle aime bien. Euh, Elle a été championne du monde, d'ailleurs, là, en pump track, récemment, ou elle elle a a gagné, en gagné tout cas, une elle a épreuve. gagné le Crankworx la semaine passée. Et voilà, et elle est attirée. Et puis je pense qu'elle elle ose pas, mais elle avait un peu l'idée d'aller faire le championnat du monde l'année dernière en Andorre. Génial. Et En en descente, là, descente. du coup. En descente. Et ouais, elle s'est pas chauffée. Bref. Mais bref, voilà, tout ça pour dire que Laura a la même taille de vélo, parce que finalement, elle roule sur un vélo un peu. Enfin, moi, c'est sa taille de vélo. Donc, une taille de vélo pour l'instant. Et ouais, pour l'instant, C'est un c'est 21,5? un 21, presque 22. D'accord. Oh, Et 22! ouais, tu vois, voilà, ça, c'est le petit truc qui a changé. Mais bon, on a pris quoi? 2 centimètres, on a pris un pouce. Un pouce de Moi, top tube. j'ai roulé longtemps en 21 et après, j'ai terminé en 21,25. Ouais, voilà, tu vois, c'est pas des changements Après, drastiques, j'imagine quoi. qu'avec un cadre en 22, à haute vitesse, tu gagnes en Ouais, stabilité. je sais, c'est fin. À l'accélération aussi, tu sais, sur le transfert de force, est-ce que ça y joue? Moi, je trouve, ouais, parce que tu peux plus bouger, quoi. Tu vois, faut pas avoir un paquebot non plus, parce que c'est le paquebot qui bougera pas, mais tu as un peu plus de place, quoi. Et surtout après à rouler, parce que forcément, on roule plus sur le même vélo que tu roulais avec à la Coupe de France de Marseille, quoi. C'est Tu vois, sûr. la Massilia. Donc ouais, une seule taille pour l'instant, et l'idée, c'est de commercialiser cette taille. Et voilà, pour l'instant, le business, c'est ça. C'est pas voilà, eux, c'est le VTT. Heu, après après à voir, voilà, si ça élargit la gamme, si Sylvain se met à travailler un peu plus dans le truc. Donc voilà. Pour l'instant, c'est comme ça, et ça va le rester au moins cette année et l'année prochaine. Cool. Bon, il y a un petit peu là, Sans trop m'avancer non plus, parce que ah ouais, et tu nous donnes je suis quand même des pas petits insights CEO. intéressants là. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, si vous mesurez moins d'1,65 m, 70, bah, Ça sera mangez compliqué. un peu de soupe. Voilà. On a abordé la partie produit, ton bike. Tu disais justement que tes amis chez Commensal et plus largement dans la descente sont très axés sur la performance, l'ingénierie vélo et un petit peu moins sur la partie physique, sur la partie rider en tant que tel, que ce soit aussi bien prep que toucher de vélo. Justement, toi, au niveau de ta préparation, au niveau de ta manière d'aborder la prep physique, tu travailles avec du coup Nico Arshot, c'est ton coach. Parle-nous un petit peu de cet aspect qui doit prendre, j'ose imaginer, 90% de ton temps. La prépa physique? Ouais. Prépa physique, alors il y a muscu, bien évidemment, mais également technique, Ouais, la pré le le riding, training, quoi. Bah, le tu training. vois, moi, comment dire? Parce que pareil, il y a encore tu vois, il y a quand même une évolution. En gros, quand je suis arrivé en élite, c'était encore assez neuf, tu vois, la vraie préparation physique. Et donc en fait, on est passé ouais, faut devenir, des brutes pour aller vite sur le vélo, quoi. On a vraiment été, j'avais 18 ans, je me disais: «Mais si je squatte 200, j'accélère». Tu vois? C'était ça un peu le truc. En fait, c'est faux. Tu vois, Arthur Pilar, il squatte pas 200, et pourtant il accélère plus que toi, quoi. Hem, Joris, à l'époque, il avait un max en squat super bas Joris, voilà, Joris, et il nous mettait la bah rouste. oui, voilà, Joris. Et puis, on était dans cette dynamique, alors que lui, il était tout l'inverse. Il mettait des roustes et il squattait moins que les juniors du pôle, tu vois? Donc bon, j'ai mis quelque temps un petit peu à le comprendre. Heu et voilà, aujourd'hui, pour faire simple, tu vois, mon entraînement, j'aime dire que c'est 30% de muscu, 40% de BMX. Ça fait 70, et allez 30-50 de BMX et 20 de sprint, tu OK. vois? Je fais
très peu d'endurance, de vélo de route, quoi que ce soit. Ça, c'est une question qui revient souvent. J'ai un vélo de route, j'en ai un dans le garage, il est accroché en haut, les pneus à plat. Euh, Si à la limite je veux sortir un peu de mon 20 pouces, j'ai un élec, j'ai un enduro élec où tu vois, où j'aime aller un peu balader, ça te fait pédaler, ça te fait descendre des trucs un peu raides où il faut que tu sois focus et concentré, donc c'est pas plus mal. C'est Est-ce que ça veut dire du coup que tu travailles pas réellement en endurance fondamentale? À l'époque, tu sais, on faisait toujours ouais, un bloc et ouais. hivernal. Ça, t'as Ça, cuté. j'ai jamais fait, j'ai profité, tu vois, à l'époque, j'ai profité de l'école pour pas y aller. Pour pas venir sur Et les voilà, séances c'est-à-dire qu'en de fait, ah route. non, je peux pas, j'ai école. Et j'ai fait une fois une sortie à Aix quand on était au pôle. J'ai fait 5 bornes, arrivé au milieu, il faisait trop froid, j'ai fait demi-tour. Voilà. Voilà mon expérience jusqu'au Ventoux au mois de septembre en route, c'était ça. Non, après, Arrivé voilà, au 1000, tu t'es dit, allez, stop. c'est bon. Non, mais après, voilà, je fais tout, je fais beaucoup en spécifique, en fait. Tu vois, je fais beaucoup de spécifiques. Donc, c'est pour ça que je passe beaucoup de temps à la piste, parce que je passe beaucoup de temps et c'est pas pour autant que je fais des game of bike et des manual, saut manual, quoi. Même, j'en fais pas. Hmm. Mais voilà, je fais beaucoup de travail, on va dire, de travail physique en spécifique. D'accord. Euh, C'est ce que j'ai cru voir. Je vois beaucoup de tes stories. T'es pas le seul athlète aussi à partager ce genre de contenu. C'est vrai que nous, à l'époque, on avait, je vais pas dire que c'était archaïque parce que ça ne l'était pas et c'était déjà bien plus en avance que ce qui se passait 15 ans plus tôt. Mais c'est vrai que sur la prep physique, au bout du compte, ça se réduisait à faire beaucoup de squats. On faisait un petit peu de haut du corps pour équilibrer euh, les volumes. Mais en l'occurrence, sur les squats en tant que tels, on avait des blocs de force. On allait chercher un petit peu en puissance et en pleine saison, on allait vraiment chercher de l'explosivité. Mais on bossait peu en spécifique pur et dur. Alors, ça arrivait de faire des séances de force et d'après de traduire ça sur des box jump, bosser un petit peu en plio, etc. Mais c'est vrai que j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, ce que vous faites, vous, je vois beaucoup de travail avec des élastiques. Je vois beaucoup également, et pour te donner un exemple d'exo où je te voyais partir à genoux ou le cul par terre, jumper direct sur une jump box, des choses qu'on n'avait jamais faites nous par le passé. Quelle a été l'évolution à ce niveau-là et de quelle manière tu travailles toi? Ben, tu vois, c'est là où c'est assez marrant parce qu'en fait, bah, déjà, tout ce qu'on voit, c'est quand même ce qu'on voit sur Instagram. Hein, donc, forcément, sur Instagram, tu mets ce qui est beau, un peu fancy, un peu stylé avec le bon angle. Euh, Alors que, malgré tout, si tu veux appuyer fort, il faut quand même être fort par rapport à toi, à ton corps. Ça ne veut pas dire squatter 200, parce que si tu fais 105 kilos, il faut que tu squattes 230. Mais si tu en fais 70, tu pousses 150, ça va très bien si tu les retransmets, tu vois. Mais voilà, l'idée, c'est quand même, il faut quand même être fort, mais il faut savoir pédaler. Ça sert à rien d'être une machine de guerre si tu ne sais pas pédaler. Et des exemples, on en a eu plein. Et il y en a encore, il y en a fait, et il y en aura toujours. Donc en fait, c'est vraiment réussir à comprendre que euh, la muscu, les sprints, machin, tout ça, c'est un outil qui va te permettre, une fois à 8 mètres de haut, d'être le plus rapide d'en haut jusqu'à la première bosse. Parce qu'à la fin ce qui te fait gagner la course et ce qui paye la facture, c'est gate jusqu'à une d'arrivée, en fait. Bas de lutte. Tu vois, Ouais. enfin, bas de but, puis le reste. Il faut pas oublier le reste non plus. Bas de but, c'est pas fini. Il y en a, ils ont pas compris encore. Ils disent, putain, les factures, je comprends pas. Ouais, ouais, mais gros, tu t'arrêtes à Oh, je l'adresse. viens le Tu shotter. t'arrêtes Bas de à but, la. j'étais premier, mais finalement, je me suis arrêté en Ah ouais, quart. voilà, tu vois, mais c'est dingue qu'elle nous est comme ça. Et du coup, voilà, en fait, j'allais perdre de vue que ça reste qu'un outil et qu'à la fin, le but, c'est d'être bon euh, sur le vélo du départ à l'arrivée. Tu vois, avant, quand on Et était haut, de rester rapide sur la piste, fluide. c'est ça. Tu parlais de bouger sur ton vélo lorsque tu es complètement, pardon, lorsque tu es complètement rigide. Tu bouges quand même beaucoup moins bien. Du Tu coup, pousses tu prends moins, tu moins de prends. vitesse sur les bosses. Tu... Ah non, c'est vraiment un tout. Et moi, je me rappelle à l'époque, quand on était au Crêpes tous ensemble, en fait, celui qui avait la plus grosse, c'était celui qui poussait le plus fort, quoi. C'est clair. C'était pas. Enfin, alors, souvent, ça corrèle quand même.
généralement avec celui qui est devant la première bosse. Mais finalement, Vince Pelluard, c'est pas celui qui poussait le plus, mais par contre, en bas de but, c'était celui qui était devant, quoi. Tu vois? Et Exactement. malgré qu'on avait les choses des fois devant les yeux, on continuait un peu dans ce truc-là. À rester, Ouais, à rester dans cette croyance et dans cette logique. Tu as alors raison. qu'aujourd'hui, quand on fait un stage équipe de France, en plus on a chacun de nos programmes différents, machin, donc on ne se compare pas sur ça. Et voilà, celui qui a la plus grosse, c'est celui qui est en bout de ligne et devant, quoi, tu vois. Et peu importe ce que tu vas faire, à la salle. Et puis en plus, on fait tous un peu la même chose. Je veux dire, il n'y a pas 36 façons que tu fasses du front squat, du back squat, de la trap bar ou du soulevé de terre. Tout le monde fait au moins 2 ou 3 des 4. Tout le monde fait de la plio, de l'explo, donc que tu sautes sur des haies hautes, basses, moyennes, sur des box, à genoux, des parassis, c'est pareil. Donc en fait, finalement, sur le contenu physique, les exercices n'ont pas changé. D'accord, c'est plutôt sur la philosophie et la manière de travailler. Comment tu le fais, comment tu le planifies, comment tu le fais à l'échelle de la séance, avec quoi tu le couples. Ouais. Mais à la fin, je veux dire, un 3x3 en squat, ça existe depuis 30 ans et dans 30 ans, ça existera Exactement. toujours, quoi. Et un 5x5 en bench, c'est pareil, tu vois. Donc voilà, on n'a pas révolutionné Et ce que le tu dis, contenu. d'être capable de transférer effectivement le travail physique, la prep physique pure et dure, tout en restant bon, fluide, dynamique sur le vélo, c'est super important. Je me rappelle à l'époque, quand janvier-février, avec Arnaud Hayes, qui était le préparateur du pôle France à Aix-en-Provence, nous faisait faire ces cycles de volume. Je me rappelle, on faisait des squats, on faisait du 10x10 Ouais. à 50 ou Ouais. 60% du max. Ouais. Moi, ça faisait du 10x10 à 110 ou Ouais. 120 kilos. Tu étais massacré. Et derrière, il te fallait 2 mois de BMX pour être capable de refaire un cabre enroulé. Après, on était free, mais on roulait avec. Et puis derrière, c'est que, à la limite, tu fais ton 10x10 à 120. Franchement, pareil, encore message à un moment pour les, allez, 18-21 ans, 18-20 ans, à un moment, il faut prendre de la viande. Parce que même si Arthur, il n'est pas monstrueux, même si Joris, c'est pas Arnold, ils sont quand même solides, quoi. Et tu vois, et ils font partie des mecs que tu pourrais dire plus fins. Mais voilà, il faut prendre de la viande, donc faut y passer. Et tu fais un 10x10. Même si tu ne deviens pas Arnold, tu as appris comment c'est dur. Et moi, je me rappelle encore des séances comme ça, tu vois. Donc, c'est comme avec l'école. Au pire, le projet final, peu importe, mais le process, tu as appris ça et ça, c'est plus important. Bref. Et derrière, on couplait ça, on roulait en plate en plus 6 ans, quoi. Oh, les barres! Oh, les barres! Et le pire, c'est que des mecs comme Thomas Hamon et Vincent Pelluard, ils arrivaient à mettre des gates en 50-16, en plate, 1, 2, 3, posés, quoi. Ouais, et ils étaient fans de ce genre d'exo, Et et de derrière, ce genre de période chaque surtout. année, tu allais à Saint-Étienne. Tu disais, ouais, non, T'étais je suis des collé. 43-16. Oh, tu arrivais, tu passais en clic 50-16 plate. Saint-Étienne 43-16, tu pédalais carré, ça servait à rien. Ah ouais, t'avais Ah ouais. aucune vitesse de jambe, t'étais collé. Hein. Tu parlais de Joris, quelque chose qui m'avait marqué, c'était avant les Jeux de 2012, on était allé à Aigle pour s'entraîner au Centre mondial de l'UCI. On avait fait une sacrée Via Ferrata d'ailleurs à ce moment-là. Ouais, exact, c'est là. Et on avait fait des tests avec, je sais plus si c'était un moyeu arrière ou si c'était le pédalier. On avait, Le on moyeu, avait le du coup... G-Cog. Exactement. Et ça permettait du coup de mesurer la puissance, la force de chacun et surtout la vitesse. Et ce qui avait été flagrant avec Joris, c'est que c'était le seul qui arrivait. Alors, on était tous plus ou moins en force sur le premier, sur un départ, sur le premier, deuxième coup de pédale. Et arrivé troisième, quatrième, tu commences à rentrer en vitesse et après, tu es clairement en véloce. Donc, la plupart des gars, et je pense que c'est pareil pour tout le monde en fait, c'est jusqu'au premier, deuxième coup de pédale. La courbe, elle fait ça, C'est à quoi. ce moment-là vraiment où on va mettre le plus de force, mais la courbe après, dès que ça monte en vitesse, ça chute tout de suite. Et Joris, c'était le seul en fait qui arrivait à conserver sa force, même en prise de vitesse. Donc c'est ce qui faisait que ce gars-là, non seulement c'est le GOAT, mais il nous mettait des sacrés roustes au départ. Ce qui était chiant, c'est qu'il nous mettait des sacrés roustes aussi sur la piste parce qu'il allait méga vite sur les bosses. Et ce con, en plus, tactiquement, dans les virages,
il y a pas mieux, quoi. Ah, il est pas Donc mauvais, hein. c'était compliqué. Non, 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 c'était compliqué. Mais effectivement, tu vois, c'est sa capacité de garder, à haut niveau de force, même à haute intensité, donc à Eh haute ouais, vitesse, c'était, ça m'avait eh bluffé. ouais, c'est ça et ça, en fait, finalement, c'est de la technique, tu vois? Souvent, on fait en fait, c'est que souvent on fait le rapprochement, bah, ouais, faut être plus ci, plus ça. Mais à la fin, c'est de la technique parce que si tu sais pas pédaler, oui, forcément, tu vas appuyer, fort le premier coup. Mais si je te demande d'enchaîner 5 coups de poing, ton premier il va être à 100 et ton quatrième il va être à 20 quoi. Alors que si tu en reçois 4 à 75, c'est fini, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu la Ça même me fait chose. pen Ouais, tout à fait. Ça me fait penser, tu sais, aux vieilles vidéos. Il y avait encore un peu dans les transits DVD, on en parlait hier, mais tu sais, les vieilles vidéos NDL ou ABA et les pros à l'époque, dans les années 90, les mecs, c'était des bodybuilders. Eh ouais, c'était abusé, hein. Alors, les mecs, ils étaient solides en première ligne droite, mais là-bas aux US, les pistes étaient super plates, il y avait peu de bosses, ils étaient critiques sur toutes les Ah bosses. ouais, Thomas m'a montré une fois, un soir de World Cup, Thomas Hallyet, il m'a dit: «Regarde», alors il faudrait taper, il faut chercher sur YouTube, 2000 time trial en écrivant ABA derrière et en fait, il y avait une piste normale où ils avaient fait un time trial avec un peu d'oseille. Je sais pas si tu as déjà vu cette vidéo. Elle Non, est non, non, du incroyable, tout. ça dure 20 minutes et en fait, tu vois, donc 2000, donc tu as les bodybuilders, mais quand même les mecs comme Thomas, donc tout un peu mélangé et c'est incroyable parce que sur une piste, en carton, il y a des différences de temps énormes. Il y a des mecs qui se mettent en bras. Ah putain, il faudrait que je la repartagerai celle-là. Mais ouais, ouais, non, ça a bien évolué, ouais. Énorme, énorme. Euh, un autre sujet que je voulais aborder avec toi, je pense que ça va être un sujet de cœur pour toi, ça concerne l'UBV, l'Union BMX Vaucluse. Ouais, Tu es un des seuls riders, si ce n'est l'unique rider. Non, il y a peut-être Joris aussi, mais bon, après, ça compte pas parce qu'il a passé beaucoup de temps aux US, mais qui n'a jamais quitté son club de DN. ouais, et même mon club tout court, Ton club tout court, effectivement, parce que le BMX Club Cavaillon, depuis septembre 98. Et ouais, du coup, bah, après, quand ces DN sont arrivés, tu vois, pareil, au début, moi, j'étais là dans le tout début, parce que la première année, je crois que c'est 2008, où il y ouais, a eu les DN. Moi, j'étais cadet. Et derrière 2009, j'étais dans la DN, puisque j'étais en national, l'ancêtre d'Elite 2, qui était la même chose. Je ne sais même pas pourquoi ils ont renommé en Elite 2 au final. C'est exactement la même chose, national. Et voilà, en fait, ce groupement de clubs, tu vois, donc on a commencé ça gentil. Et derrière, quand bah, il y a eu un peu des plus gros clubs qui sont arrivés, que c'est un peu plus structuré, bah, c'est à ce moment-là où on l'avait dit la dernière fois, moi j'ai préféré me dire bah, je fais mon truc parce que j'ai pas envie, comme casse les bonbons, à me dire il faut que tu gagnes tes manches parce qu'en gagnant tes manches, il y a plus de points, il faut que tu viennes à toutes les courses et machin, voilà. J'ai dit non, non, ça va aller. Et voilà, et chez l'UBB, c'était quand même au-delà de que ça soit à la cool. En fait, dans les premières années, on était une paire de beaucoup de moyens bons, tu vois. Donc, tout ça groupé, on a gagné le championnat des DN1, hein, parce que les kids aujourd'hui, ils nous voient ah, comme des caravanes de DN. Mais on a gagné en 2010 et 2011. ouais, 2 années d'affilée. Et Les 2 années où j'étais toi, moi en également 2009, à tu étais l'UBV, déjà? c'était non, moi Non, je 2010. suis arrivé l'année Ouais, 2010, ouais. voilà, ouais, ouais. Et puis, en fait, le truc, c'est qu'on était on faisait une bande, bah, de potes d'ici et il y avait des fous. Il y avait des fous. Il y avait, Ah, c'était c'était, incroyable. pour ceux qui se rappellent, mais il y avait, Thomas Deschamps, Benjamin Chassilien, Arthur Gouarin, Émilien Chiron, Lucas Foncarny, Thibaut Rossi, Adrien Demaria, moi, De Maria. toi, il y avait Benoît Leroy qui était là aussi, Bézo. Ouais, Bézo qui Bezo, était ouais. là, qui était venu vivre dans le sud aussi et qui a fait, dès 2009 même, je pense qu'il était là. Et en fait, on passait des week-ends, en fait. On passait des week-ends de colonie et où on faisait du C'était fou. bicross. Je me Et suis jamais, mais vraiment, je me suis jamais autant marré de ma vie. et ouais, Aller faire une mauvaise Coupe de France à l'autre bout de la France, tu vois, tu regardes la météo la semaine, il va pleuvoir. C'était pas grave, j'étais content. Je beh, suis dit ouais. là, je vais poser mon cul dans le minibus, je vais rejoindre tout le monde à Carpentras. Et là, je vais éteindre le cerveau de vendredi matin à dimanche soir. Ah, c'était trop bon. C'était trop bon parce que, tu vois, bah, c'était des fous.
Et puis, ce qui est bon, c'est que dans la connerie, c'était pas des conneries, tu vois, c'est ton délire ou pas ton délire de faire le con, mais c'était pas du répréhensif ou de l'interdit, tu vois? C'était pas, on Exactement. n'était C'était pas pas super malsain, on n'était quoi. pas à se mettre des murges, tout court, je C'était comprenais pas pourquoi. Parce que je me dis, bof, en fait, on aurait pu, quoi. Mais tu vois, il y avait pas de choses interdites, on faisait pas des conneries, tu vois? On faisait les cons, on faisait pas des conneries. Et du coup, bah, ça plaisait, pas à tout le monde, mais qu'est-ce qu'on a ri! Qu'est-ce qu'on a ri! Qu'est-ce qu'on a ri! On a eu enfin, mais ça roulait fort, en plus. Je me rappelle, c'était peut-être Mours 2010? Mons 2011, 4 en finale on était. 2011, ouais, 4 en finale. 4 en Donc finale ça roulait, hein? et je sais pas si on était pas 3 ou 4 le lendemain avec pas les mêmes 4, tu vois? Parce que je te dis, Ouais, il y avait bah, du coup, quand toi tu es arrivé, bon, il y avait toi au top, moi plutôt pas mal et derrière, beaucoup les gars, c'était, tu vois, entre finale quand ça va bien et quart quand ça va mal, tu vois? ouais, Donc c'était quand même une bonne ça roulait dynamique, fort et et ça pouvait faire quart un jour et finale le lendemain et tout le monde, bah, voilà, le good time, plus tout le monde un peu le même niveau, ça dans le fond, tu ça vois, élève, quoi. le groupe était super homogène, Ouais, bah, ouais. à tout niveau, dans la connerie Dans aussi. la connerie aussi et puis chacun avait ses spécificités, puis il y avait aucune compétition interne de se dire, comme C'est il doit y vrai avoir ça. aujourd'hui, à se dire: «Merde, l'autre, il a marqué plus de points que moi», mais nous, ça nous passait à des années-lumière, en fait. Nous, on était un regroupement, donc en fait, on faisait la même chose, mais sous la même tente, en passant des bons week-ends. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait Ah ouais. et et puis après, bah, quand tout le monde a commencé à avoir, 21-22-23 ans, qu'il fallait choisir entre, faire le con ou s'entraîner un peu plus pour faire la même chose, et bah, les mecs allaient avoir leur vie normale et ça s'est vite finalement, ça s'est vite aussi effondré, c'est vite C'est pas effondré. faux, mais après du coup, ça a laissé la place aussi à Voilà, d'autres cette petits jeunes, génération-là, c'est ah ouais, ouais. exactement, ouais, à d'autres petits jeunes qui du coup, bah, ont fait leurs preuves dans le Vaucluse, au niveau national et qui ont pu bénéficier aussi de ce qu'offrait cet EDN. De ouf Hem, et puis ça est-ce que faisait tu as rêver, enfin, ça faisait quand même rêver, tu vois? ouais, Pour les jeunes, en tout cas d'ici, parce que, au-delà des résultats, l'ambiance qui était dégagée, bah, ça plaisait quand même, quand tu es daron, tu vois que les gens dans ce groupe-là, ils sont contents, beh, ton fils, ça va le faire kiffer et toi, tu vas être, peut-être plus rassuré, voilà, jusqu'à une certaine mesure, quoi. Parce que c'est une bonne Thomas école en Deschamps tout a cas. chié a chié quand même, à 130 à l'heure par la fenêtre du minibus, quoi. Tu vois à peu près à peu près le niveau de connerie, quoi. Ah ouais, bon là, on va dire que c'est pas méchant. Voilà. C'était peut-être pas cool pour nous dans le minibus quand on a Il vu se ça. torche, il fait: «Ah!» comme ça. Mais de l'autre côté, ah on était morts de Ah rire. ouais, Ah moi voilà. j'étais enfin ouais, c'était fou, c'était fou. Mais et c'était ça le côté cool, c'est que non seulement, tu vois, il y avait le côté fun, le côté détente, mais à côté ça roulait fort quand même. Et oui, c'est ça qui rendait le truc encore plus fun. C'est qu'en fait, ouais, on fait des conneries et puis on est encore devant au classement. Parce que si tu fais les mêmes conneries et que tu es charrette, beh, du coup, c'est moins fun. Parce qu'en fait, bah, dans ce cas-là, c'est plus des conneries, quoi, tu vois? Donc Tu te rappelles, là pareil, tu sais, on est un peu dans la période, dans la section Remember. Mais c'était championnat de France 2011. Je me rappelle plus là, tu sais, c'était dans le nord, Beaulieu-Mandeur. Beaulieu-Mandeur, dans l'est de la France. Bon, on avait gagné le championnat de France, c'était fou, par équipe. Et le soir, en fait, on avait complètement vrillé. Qu'est-ce qu'on avait fait encore Ah exactement? ouais, alors déjà, quand même, l'année d'avant, on arrive au championnat de France avec, 400 points d'avance. Didier qui met une pancarte, point DN, offre point DN, tu vois? Ça, ils avaient pas kiffé et et 1 an après, il y a des vidéos du podium, il faudrait que j'essaie de repartager aussi. J'ai du mal à repartager des anciens trucs. Je me dis: «Putain, ça fait mec old school et tout», mais je vais le faire et ouais, l'année C'est d'après le côté héritage, c'est important. oui, voilà, au final, faut penser héritage plutôt que moi, je suis vieux. Et d'après, un peu même chose et en fait, du coup, le championnat de France se faisait le samedi. Je sais pas si ça se fait ouais, c'est toujours le samedi au final et donc ça s'arrête le samedi soir et en fait, le samedi soir, même pour ceux qui écoutent, même pour ceux qui regardent, faut quand même imaginer, en fait, on avait, tu le parc de DN, de tentes de DN, en fait, on avait tout déplacé. Ouais et on avait fait un amphithéâtre avec toutes les tentes, toutes les chaises autour
de l'UBV. Donc en fait, t'imagines que tous les tentes DN1, Non, DN2, on avait fait un tas. Tu te rappelles, on avait fait un tas, on avait mis toutes les tentes. On avait enlevé toutes les tentes. On avait fait un espèce de tas ça c'est à 1 heure du mat. On avait essayé d'esquiver. oui, Du coup, il y avait les oui, oui, gardiens oui, sur la piste. c'est vrai. Franchement, c'était l'opération Non, commando de c'est vrai fou. que l'amphithéâtre, en fait, c'est eux qui l'ont fait en rattrapant la connerie. En fait, la connerie, c'est quoi? On est allé boire un coup à la piste, on a vu ça, on a dit, voilà, en fait, on a tout démonté. On n'a pas saccagé. On a tout démonté et fait un gros tas et on avait laissé en place que nous. Donc, en fait, rapidement, les mecs Ils de ont la capté que sécurité, c'était il y nous. a eu un truc. Et là, moi, je me rappellerai toute ma vie, hein, quand on revient à l'hébergement, parce que pareil, à l'époque, et c'est l'UBV, c'est pas au Mercure, hein, c'est à l'hébergement de secours. Bref, ils ont évolué sur ça. Bref, on retourne au gîte et là, il y a Jérémy Moraviec, aka Mengro, qui appelle ton père à 2 h du matin. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Vous avez foutu le bordel, vous avez tout retourné et tout. Ils avaient appelé la C'est gendarmerie. tes gars et tout. Et Pierre qui dit non, 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 moi, mes gars, ils sont là, ils dorment. Et du coup, et là, et au final, à 2 h du matin, tous les mecs de DN convoqués à la piste. Et là, Didier, Romain Melin et ton père qui remontent, qui ont fait ce petit cortège de chaises devant l'UBV avec tous les Ils ont oriflammes. dû réinstaller toutes les Et après, tentes. ils ont tout réinstallé. Et les chaises, ils savaient pas à qui appartenaient les chaises. Du coup, ils ont fait ouais, cet amphithéâtre du coup de chaises, Ah ouais. mais qui donnait face à la tente. C'était incroyable. C'était incroyable parce qu'en fait, en plus, où on avait de la chance, c'est que on avait nos responsables qui étaient ton père Pierre, Didier Chiron, Romain Nolin, et puis après certains darons qui venaient aussi, qui en fait couvraient notre connerie. Vu qu'on scorait aussi, tu vois. Ils couvraient la connerie parce qu'on faisait rien d'interdit. Tu vois, Ouais. c'était bon délire. Et même des conneries comme ça, tu vois, certes, c'est un délire, ça plaît pas à tout le monde, mais il n'y a rien de très grave, tu vois. Et ils couvraient ça parce que forcément, eux, ça les faisait C'est autant rire, c'est- en fait, hein. c'est un petit peu de manutention après pour Ah réinstaller les ouais, tentes, et quoi. derrière, voilà, et derrière, ils faisaient de la diplomatie. Et je peux te dire que sur le podium des DN qui se tenait le dimanche, ça rigolait pas. Et tout le monde était vert. On avait réparé la tente de Land parce qu'il y avait eu un souci. Donc, on avait pu profiter pour faire une photo au trail chez Lucas Foncarny à Poitiers sur la tente de Land, très sympatoche. Mais voilà, tu vois, c'était des conneries que. C'est vrai que le père Martinez n'était pas très Non. content ce Non, mais jour-là. après, on l'avait réparé. Et franchement, ça a été. Et le pire, c'est que ça, c'est que vu qu'on était aussi, tu vois, quand même bon délire, ça se fâchait jamais. Ça faisait la Ouais. gueule de temps en temps parce que voilà, mais en fait, à la fin, c'était très, très bonne relation avec tout le monde aussi. Donc, non, non, bonne époque. Et même actuellement, l'UBV, ils sont quand même enfin, c'est pas le même délire, mais ils sont encore bien quand même dans la. Certes, le vélo, mais ça déconne aussi, donc c'est cool. Hmm. Mais ouais, j'essaie d'y aller de temps en temps avec eux, mais c'est de plus en plus rare. Qu'est-ce que tu penses des DN toi en tant que top pilote élite? Est-ce que tu vois ça plutôt d'un bon regard ou est-ce que tu as plutôt une vue assez négative de la chose? Hem, ouais, quand même plutôt bon. Tu vois? Plutôt yeah que no. Plutôt bon parce qu'en fait, ça a quand même permis, ça permet à beaucoup de gars et de filles d'avoir, beh, d'avoir ce support financier, tu vois? Pour aller, sur les coupes de France, sur les coupes d'Europe, certaines coupes du monde maintenant, parce que ça a quand même pris de l'ampleur. Il y a des DN maintenant qui tu vois que ça tient bien la route. Heu, Certaines DN sont presque devenues des centres de formation, donc en fait, tu es full DN, tu es carrément tu fais ça a amené des vraies structures, tu vois? Hmm. Je pense que le fait de créer ces DN, au-delà de créer un championnat de club, ça a fait construire des structures. Donc ça a Exactement. structuré quand même les choses et donc ce côté-là, c'est très bien. Hem le seul truc qui est un peu négatif pour moi, je vais dire, c'est que ça fait un peu, grossir la tête de certains parce que, bah, quand tu as 18 ans et que tu pas l tu sais pas ce que c'est, un sou, tu sais pas ce que c'est parce qu'en fait, ton vélo, c'est ADN et déplacement machin.
Ben voilà, il y en a qui, c'est bon, ça y est, c'est fait, j'y suis arrivé et je me prends pour quelqu'un que je suis pas, pour le niveau que j'ai pas. Et en fait, s'il y a des demandes, enfin, moi, j'hallucine quand j'apprends des fois certains, ben, tu vois, je m'intéresse pas forcément, mais de temps en temps, je demande. Et puis maintenant, vu que je suis un peu en dehors du truc et que j'ai le même âge que les types qui gèrent EDN, ça me parle un peu de chiffres, de trucs. Et encore à Ouh. l'heure actuelle, j'hallucine quand je vois tout ce qu'ont certains. Ok. Par rapport aux résultats qu'ils font, par rapport à l'implication qu'ils font, par rapport au comportement qu'on me Qu'ils rapporte ont. qu'ils ont pendant qu'on leur paye tout. Et ça me tue. Ça me tue parce qu'en fait, ça me fait chier pour ceux qui sortent l'argent ou l'effort, qui sont les DN et les hommes et femmes qui se démènent pour apporter ce support financier, mais pas que, tu vois. Ça me fait chier pour eux parce que bah, ouais, c'est un peu jeter de l'argent par les fenêtres et machin. Et puis après, pour les pilotes, parce qu'en fait, du coup, ils stagnent. Ils stagnent parce qu'en fait, ah ben non, la Coupe d'Europe là, personne ne me paye pour y aller, j'y ai pas. Non, mais gros, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça en fait que ça marche. C'est que l'argent que tu as économisé à pas payer ça, 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 ça et ça, tu vas le mettre là si tu veux progresser. Tu vois, et ça, je l'ai appris quand, ben, à choisir de ne pas être dans une DN. Ben, quand tu vas sur une Coupe d'Europe et que tu tapes dans ton budget sponsoring pour y aller, et ce qui est chose complètement normale, ben, tu sais ce que c'est un sou, tu vois. Et quand tu es 5, tu vas aller faire Exactement. 4. Et quand tu es 4, tu T'as- vas aller faire 3 pour avoir la prime du podium. Et tu vas pas à Tu vas aller l'hôtel te battre. fancy, machin. Tu vas à l'hôtel qui te permet de te reposer, machin. Et du coup, tu apprends à gérer ton budget. Et une fois que tu as compris qu'il faut dépenser pour récolter, il faut semer pour récolter, ben, tu progresses. Mais Ah ouais, je suis aligné il y en avec a toi. beaucoup où c'est pas ça, quoi. Tu vois, je sais pas ce que toi t'en penses, mais ouais, moi, Moi, ça la me vue tue, que hein. j'en ai, alors, c'est très bien parce que, comme tu as pu le dire, ça a permis à des clubs, à des structures, bah, d'aller de l'avant, d'avoir une certaine reconnaissance bah, au niveau local, au niveau départemental, au niveau régional. Tu parlais que certains se sont même développés en devenant de réels centres de formation. Je pense que c'est super. Pour les athlètes aussi, ça a permis à beaucoup de juniors, à beaucoup d'élites, bah, d'avoir les moyens pour pouvoir faire une saison entière financée, ne serait-ce que d'avoir le matos, de faire une saison de Coupe de France, pourquoi pas des Coupes d'Europe, des Coupes du Monde, ça c'est super. Donc ça a permis, tu sais, à beaucoup plus de monde Exactement. de bénéficier de ce genre de moyens. Mais la vue que je peux avoir qui est plus élitiste, on va dire, c'est, je me dis, pour les top riders, ça renferme également. Parce que du coup, tu es avec une DN, tu bénéficies des sponsors de DN et d'une manière ou d'une autre, si tu as une proposition, je vais prendre un exemple, il me semble que Jérémy Rancurel est chez Fly de par sa DN. Mhm. Bon, demain, Fox Racing se relance au BMX et lance un programme BMX et se dit, OK, il nous faut un team. Mais tout bonnement, ce genre de rider sera inatteignable de par la structure DN. Et indirectement, ça n'incitera jamais à une boîte comme Fox de revenir dans le BMX, par exemple. Enfin, là, tu vois, je suis en train de nous Non, faire des trucs, mais mais carrément. là où toi, par exemple, ben, avec la liberté que tu peux avoir de l'UBV, ben, ça te permet de conserver également tous tes sponsors. En tout cas, tu es chez Command Salon Vélo, tu as également ben, un partenaire casque, un partenaire gants, tenue, etc. etc. Et je pense que ça, pour les top riders, c'est une vraie richesse. Parce que de bénéficier, tu vois, de différents sponsors, ben, également, ça booste ta visibilité, ta crédibilité et ton image. Et ça serait le seul irritant que je Mm. pourrais y voir aujourd'hui. Et encore, tu vois, ça a quand même évolué parce que en plus, toi, je vois, les dernières années que tu as fait de DN, ça avait augmenté, tu vois, je veux dire, l'ampleur du truc, mais c'était vraiment aussi le moment où c'était casque, gants, chaussures, tenue, tout le monde pareil. Et donc là, 100%. full 100%. Et donc ça, voilà, ça c'était très limitant et c'est un des facteurs aussi qui a fait que moi je me suis pas lancé parce que c'était clairement le moment où oui, il y avait un vrai support financier parce que Coupe de France, Coupe d'Europe, les kids, calculettes, faites un calcul à peu près. Un week-end de Coupe de France, tu fais 800 euros. Un week-end de Coupe d'Europe, tu comptes 1002. Donc fais le tout. Donc tu vas comprendre combien ta DN elle te donne. Mais après, ça s'est détendu. Ça s'est détendu parce que les DN ont quand même compris ça, tu vois, avec des Romains, Romain Maillet, Romain Mailleux, les Jérémy, tu vois, qui ont dû avoir besoin de faire un peu plus leur chemin.
Et aujourd'hui, c'est quand même plus chill. Tu vois, certains sont dans l'ADN, certes, mais chacun a son vélo. Tu vois, enfin, le OK. mix aujourd'hui est quand même pas mal. Est quand même pas mal parce que les gars peuvent avoir une assez bonne liberté. Euh, et puis aussi, il y a eu toujours un peu plus de moyens pour les tops. Et tu vois, dans certaines DN, les gars ont des contrats de salariés, parce qu'il y a l'ANS, l'Agence nationale du sport, qui aide aussi ça. Et du coup, certains gars ont des contrats. Arthur a un contrat avec Saint-Brieuc, Jérémy a un contrat avec Besançon. Oh Donc waouh! OK, OK. au final, ils s'y retrouvent quand C'est même bien génial. Ouais, ouais, ouais. parce que sortis des Coupes de France, ils sont plus ou moins libres. Enfin, là, je trouve qu'aujourd'hui, là où ça en est aujourd'hui, c'est quand même pas mal. En fait, C'est génial. J'étais pas au ouais, courant, tu vois, de ça et au contraire, bah, tu vois, c'est une c'est excellente un chose très parce bon que là, pour le entre-deux. coup, en tant qu'athlète, je te donne une autre Mm. dimension. Non, non, c'est super. Tu vois, tu peux avoir ton identité tout en étant dans l'ADN, parce qu'à la fin, bah, pour l'ADN, ce qui compte, c'est quoi? C'est comme entre la muscu et le training. C'est que ce qui compte, c'est les points à la fin de l'année, en fait, tout simplement. Donc, en fait, ouais, bah, lui, s'il veut avoir machin, mais s'il score, c'est bon, quoi. Et donc, ouais, là c'est plutôt, je trouve, en ce moment, c'est plutôt bien comme c'est foutu. En fait, moi, le point négatif, je trouve, c'est comment les jeunes garçons et filles, en fait, l'utilisent, quoi, tu vois. Et comment ils sous-évaluent le support qu'ils ont par rapport à ce qu'ils ont pu déjà faire, quoi. Mais bon, Mmh. c'est comme ça. Yes. Sylvain, une dernière question pour moi et on va clôturer avec ça. Ça fait déjà 1h20, tu vois, Ouais, couplé avec la première partie qui fait petite deux heures partout. quarante-cinq. Petite partout, mais tu vois, ça fera déjà quasiment à 4 heures de cumulé. Et une fois de plus, c'est que le début, il y en aura d'autres, bien évidemment. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes pilotes qui aspirent à devenir pro comme toi? Putain, ça, c'est la question bateau, un peu casse-bonbon, mais finalement intéressante. Euh, Arrête de te toucher là, la caméra, c'est comme ça. en fait, j'ai mis un chewing-gum sur mon support, Ah, sur mon merde. support de caméra. Quel conseil? De pas oublier. En fait, il faut que la passion ne parte jamais. Si la passion de la compète, du simple fait de rouler ou de s'entraîner, parce que finalement, on n'a pas tous la même. Au quotidien, on kiffe pas tous les mêmes choses, tu vois. Mais pour autant, on est tous sur la grille le dimanche. Si la passion et l'envie part, c'est pas la peine, tu vois. C'est que ça va être dur à revenir. Et puis quand ça part, à un moment, c'est que c'est C'est naturel. Donc fini? en fait, tu vas pas Mmh. rechercher quelque chose Il est temps de passer à et autre t'en chose. passer à autre chose. D'être vrai avec soi-même, de pas se mentir. C'est-à-dire de pas croire qu'on va faire des finales en Coupe du Monde alors qu'on n'en fait pas en Coupe de France. Dire qu'on s'entraîne comme un ouf, mais en fait, un jour, j'ai bâché parce qu'il pleuvait. Un jour, j'ai mis moins lourd parce que j'avais mal au dos. Un jour, j'ai fait moins de gate parce que j'étais fatigué, tu vois. En fait, ça, sur un mois, 2 mois, 6 mois, une saison, plusieurs saisons, ben, ça fait la diff. Donc, ouais, la passion et l'honnêteté envers soi-même, je pense que c'est les deux principaux, ouais, conseils que je donnerais parce qu'avec ça, tu peux quand même faire beaucoup. Et puis voilà. Et puis toujours penser que c'est du vélo, c'est pas la fin du monde. Et, euh, et voilà, et penser vraiment un objectif à la fois, une étape à la fois. Et puis voilà, on avait dit dans la première partie, les Jeux Olympiques, c'est pas, bon, C'est pas la c'est pas la finalité pour finalité en toi. fait. Les Jeux Olympiques, c'est une conséquence de ton niveau. Tu vois, en fait, en fait, le principal, c'est ce que tu fais au quotidien qui te permet d'être un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux. Et les choses, en fait, se débloquent, quoi, comme un jeu vidéo où tu montes de niveau en niveau.
Et ouais, le but, c'est pas d'atteindre tel niveau, c'est de monter. Parce que si tu te fixes des objectifs trop petits, tu t'arrêtes trop bas, trop haut, tu vas jamais les chercher. Donc, ouais, on va dire que c'est ça. C'est beau. Merci, Momo. Ouais, C'est ouais, beau. c'est C'est un beau dure message. question, mais et puis Question aussi, un peu bateau, comme tu dis, je suis 100 d'accord avec toi. Mais c'est vrai que je pense que c'est toujours important, tu vois, de partager ce genre de messages. Et d'autant plus qu'ils sont super authentiques et tu as parfaitement bien répondu avec, à ta manière. Tu as raison. La passion nous drive. Le jour où elle est plus là, il faut avoir comment dire, la lucidité de se dire, bon, ben, il est peut-être temps, tu vois, de faire autre chose. Et ouais, c'est pas grave au bout du c'est compte. pas grave. Et puis, tu vois, on est un sport, on gagne pas des millions et il y a beaucoup de risques. Donc, en fait, tu vois, peut-être que le mec qui a 22, 23 ans et en Ligue 2, il est plus passionné et tout. Bah, tu sais quoi, mec, force un peu parce que tu gagnes très bien ta vie. Force un peu, tu fais ça encore quelques années. Toi, tu vas pas gagner le plus d'argent. Tu risques de te blesser, de te faire très mal. Tu vois, donc ça. Et j'en profite aussi, tu vois, ta question, un petit aparté sur le côté aussi parent. Euh, Moi, je suis très down, on fait son expérience tout seul. Il faut aussi laisser son enfant vouloir la chose. Et en fait, Kylian l'a dit, Kylian Mbappé a dit à un moment, si tu dois être bon, tu seras bon, quoi. Je sais plus, j'arriverai plus à le reciter, mais dans une interview qu'il a fait récemment, là, en fait, si tu dois être bon, tu vas être bon, en fait. Et si le gamin, il a envie, il aura envie, il va être bon. Et en fait, s'il n'a pas envie, personne peut remplacer toi et ce que tu as dans la tête et dans le cœur, quoi. Donc, ça arrête de pousser son fils ou sa fille. S'il a envie de devenir bon, il va tout faire pour. Et personne n'aura besoin de lui dire. Et personne n'aura besoin de lui dire, va t'entraîner. S'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Et si tu lui dis, ouais, ça va aller aider 5 minutes, et puis ça va aller nulle part, quoi. Donc, Très juste. voilà, ça c'est Sylvain, sur sujet. bah écoute, c'était une magnifique partout. Il y en Merci, aura Momo. d'autres. Une fois de Merci, plus, ouais, je c'était rabâche, cool. je le répète. Mais ouais, mais avec Euh, plaisir. Et puis après, d'intervenir quand on sera plusieurs autour du micro. Enfin, En mode c'est studio. en mode studio et tout. Je spoil pas un peu tous les auditeurs de background, mais ouais, en tout cas, les projets que t'as, c'est vraiment cool. Et Et prépare-toi, je vais t'envoyer un peu de un merch. peu de merch pour refaire la promo de background. Je vais mettre en merch. Putain, attends, en merch, attention, tu vas rentrer en conflit. Ça part en avocat. En Andorre, ils blaguent pas, hein. Mais non, non, c'est cool. C'est cool et je me languis d'écouter les autres gars, les autres Français. Parce que pareil, il n'y a pas beaucoup de. Et pas que les Français. Pas que les Français, mais finalement, tu vois, une interview de Joris, de Romain, il n'y en a pas 100 000, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, C'est d'ailleurs, de clair. moi, c'est pareil, hein, mais il n'y en a pas 100 000. Donc, c'est toujours cool, c'est toujours intéressant. Et si ça peut permettre d'aider des gens, c'est quand même cool aussi, quoi. Les enrichir. Voilà. Merci à toi, Sylvain. Prends soin de Merci, toi. Momo. Remonte bien sur le vélo. Ouais. Et Ah ouais, ça va à, bicher, ouais. C'est à bon. tout bientôt, my man. Ciao, Momo. Ciao, Ciao. Sylvain.